Bien, bonjour à tous. Nous reprenons nos webinaires scientifiques. Nous avons illustré au cours des deux précédents webinaires scientifiques les interactions entre les végétaux et le monde microbien. Et pour poursuivre dans ce domaine des interactions des plantes avec leur milieu, nous aborderons aujourd'hui et dans un mois, au cours des deux séminaires donc, que nous allons consacrer aux interactions qui existent entre les végétaux eux-mêmes. Du moins, certaines interactions. En effet, nous ne parlerons pas de l'utilisation des ressources du sol pour la nutrition des plantes, qui peut donner lieu à des interactions positives, coopération ou négatives, compétition, mais nous parlerons d'allélopathie, c'est-à-dire des interactions chimiques entre plantes qui résultent de la production et de la libération dans l'environnement, le sol ou l'atmosphère par exemple, de métabolites pouvant avoir un effet inhibiteur ou stimulateur sur la croissance ou le développement des végétaux. Alors nous avons demandé à Alexandre de Saint-Germain de faire le point sur ce que l'on connaît aujourd'hui sur cette question. Et le 23 juin, Philippe Delaveau de Nantes poursuivra en présentant le cas des interactions entre les plantes et des plantes parasites. Alors, Alexandre de Saint-Germain est agrégé de sciences de la vie et de la terre. Il a soutenu un doctorat en 2012 sur la compréhension du mode d'action des strigolactones sous la direction de Catherine Rameau dans l'Institut Jean-Pierre Bourgin à Versailles. Et après deux post-doctorats, le premier au Salk Institute de San Diego dans le laboratoire de Johan Corey sur l'étude du mécanisme de perception des strigolactones, et de 2017 à 2020 à Versailles, à l'Institut Jean-Pierre Bourgin, sur l'identification de nouveaux signaux allélopathiques et de leur perception. Et il a été recruté en 2020 à l'INRAE en tant que chargé de recherche, et il intègre l'équipe contrôle de la ramification de l'IJPB dans laquelle il développe une thématique sur l'allélopathie. Donc je passe maintenant la parole à Alexandre de Saint-Germain qui va nous exposer dans les demi-heure, 40 minutes qui suivent ce que l'on peut dire aujourd'hui sur l'allélopathie. À toi. Donc, bonjour à tous, merci d'assister à ce séminaire. Merci à Georges pour cette introduction. Donc, comme Georges l'a dit, j'ai été recruté chargé de recherche INRAE pour développer une thématique sur l'allélopathie. Donc, un plaisir pour moi de vous présenter un peu l'état des connaissances sur l'allélopathie. Ça va être l'occasion de voir ce que l'on connaît sur ces mécanismes. Alors, comme vous le savez, les plantes, dans leur écosystème, interagissent entre elles afin d'occuper l'espace et d'exploiter les ressources de cet écosystème. Vous voyez sur cette jolie illustration, on a une diversité de plantes qui interagissent. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il existe une communication entre ces plantes qui permettent la mise en place de ces interactions? Alors, les premières évidences de cette communication sont décrites par Théophraste dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, où il avait pu noter que les rendements de la vigne étaient affectés lorsque cette dernière était cultivée en présence de crucifères. Puis, au 1er siècle, on a des écrits de Pline l'Ancien qui décrivent le mécanisme d'inhibition des graminées sous les houppiers des noyers. Peut-être que vous avez noté dans votre jardin ou lors d'observations de noyers qu'au pied de ces plantes, il y a très peu d'herbacées qui se développent. Et ça, c'est un mécanisme qui est décrit donc depuis très longtemps. Mais c'est seulement en 1545 que Cardano a mis en évidence ou a
émis l'hypothèse de l'existence de la nature volatile d'un messager qui pourrait influencer le développement de ces plantes sous le houppier des noyers. Il a parlé d'humeur du noyer. Dans ses travaux, Linné a également décrit des mécanismes de communication entre plantes, et notamment en discutant, en rencontrant des fermiers suédois qui lui racontèrent que là où poussait l'ail des ours, il n'y avait quasiment aucune autre plante qui ne pouvait pousser. Ensuite, les premières expériences sur la communication entre plantes ont été effectuées par un botaniste suisse, Augustin Pyramus de Candolle, au XIXe siècle, qui avait étudié les exudats racinaires du haricot et qui, grâce à ses premières expériences, avait mis l'hypothèse que ces exudats racinaires seraient responsables d'un phénomène qu'on appelait le mal des sols, qui, à l'époque, rendait les sols impropres à l'utilisation ou qui affectait l'utilisation des sols pour une culture suivante. Puis, il a fallu attendre les années 30 et le XXe siècle et les travaux d'un chimiste autrichien, Hans Molisch, qui travaillait sur des plantules de pommiers et qui a créé le terme d'allélopathie pour décrire ces communications entre plantes. Ce mot allélopathie provient du grec allélo, l'un et l'autre, et de pathos, souffrance. Ainsi, par ce mot, il décrivait des interactions qui étaient négatives, l'effet d'une plante sur une autre, un effet négatif. Puis, dans les années 80, Elroy Rice écrit une monographie dans laquelle il donne une définition plus moderne de l'allélopathie, où il définit ces interactions comme tout effet direct ou indirect, positif et négatif d'une plante, mais aussi des micro-organismes. Il inclut dans sa définition les micro-organismes sur une autre plante par le biais de composés biochimiques libérés dans l'environnement, atmosphère ou sol. Donc, vous voyez qu'avec cette définition, on a quelque chose d'assez large, on a une définition assez large où même les micro-organismes sont impliqués dans cette définition de l'allélopathie. Donc, cette définition peut être restreinte. Elle peut être restreinte aux seules interactions plante-plante, c'est-à-dire les molécules qui sont émises par les plantes qui vont affecter la croissance d'autres plantes de façon positive ou de façon négative. Et la dernière définition qu'on peut avoir, c'est la définition la plus limitée, celle de Hans Molisch, où là, on est limité aux interactions négatives. Donc, selon la littérature que vous allez avoir une définition qui peut varier, mais la définition que je vais retenir aujourd'hui et que moi, je retiens, c'est la définition restreinte où on a les seules interactions plante-plante. Parfois, les gens précisent et utilisent le terme de phytoallélopathie pour limiter ces interactions. Et mes travaux de recherche sont notamment adressés sur cette question des interactions plante-plante uniquement. Alors, quelques termes de définition. Généralement, la plante qui va émettre le composé allélopathique, c'est ce qu'on appelle la plante donneuse. Et la plante qui va percevoir le composé allélopathique, c'est la plante receveuse. On appelle parfois plante cible ou plante focale. Ces interactions, elles peuvent se faire de façon interspécifique ou de façon intraspécifique. Les composés allélopathiques, on les traduit en anglais souvent par allélochemicals, et on peut voir émerger depuis quelque temps le terme d'allélochimique pour décrire un composé allélopathique, un terme que j'emploie personnellement et qui pourrait être usité. Ces interactions se font soit dans la rhizosphère, soit dans l'atmosphère. Et ces interactions allélopathiques, elles sont qualifiées de vraies lorsque la libération du composé allélopathique est active sous la forme sous laquelle il est produit par la plante. Et on parle d'allélopathie fonctionnelle lorsque ce composé est modifié par un micro-organisme, généralement, en un produit actif qui va avoir un effet sur la plante voisine.
Quelques exemples pour illustrer cette mécanisme d'allélopathie. Et ce premier exemple, c'est un exemple que j'ai observé lorsque j'étais en postdoctorat en Californie, lors d'une balade dans le Joshua Tree National Park, où j'avais remarqué que la disposition de ces arbres Joshua Tree était particulière. Ils étaient tous espacés. On trouvait rarement deux arbres à proximité. Et en faisant un petit peu des recherches bibliographiques, je me rends compte qu'il y avait un mécanisme allélopathique qui contrôlait la germination de ces plantes et qui permettait de les avoir assez espacées, comme vous le voyez sur cette illustration. Et ce mécanisme permettait en fait d'éviter d'avoir une croissance, un développement excessif de cette population de Joshua Tree, notamment dans un milieu qui est assez hostile où l'eau ou même les nutriments sont difficiles d'accès. Un autre exemple que je connais bien, puisque j'ai travaillé pour près de 10 ans sur cette molécule, ce sont les strigolactones. D'abord, les strigolactones, vous les connaissez peut-être plus en tant que hormones végétales. Ce sont des molécules qui sont synthétisées par la plante et qui vont contrôler la ramification de cette plante. C'est le phénotype le plus majeur, il en existe bien d'autres. Mais outre son rôle interne et hormonal, les strigolactones sont exudés dans la rhizosphère. Et l'exudation de ces strigolactones provoque la stimulation de la germination des graines de plantes parasites, mais également la stimulation de la symbiose mycorhizienne à arbuscule. Ces éléments vous seront sûrement détaillés dans le webinaire de Philippe Delaveau, que je vous invite à suivre le 23 juin prochain. Les strigolactones ne sont pas pleinement détaillés dans ce talk, je laisserai mon collègue Philippe s'en charger. Un autre exemple d'allélopathie en agriculture, c'est le cas de la luzerne. Peut-être que ceux qui sont familiers avec l'agronomie ont pu avoir connaissance que la luzerne connaissait un phénomène d'autotoxicité. En effet, les agriculteurs se rendent compte qu'au fur et à mesure des années, lorsque on laisse la parcelle de luzerne en place, au bout de 3 à 4 ans, celle-ci dépérit. Et comme vous voyez sur cette illustration, il y a beaucoup de plants de luzerne qui disparaissent. C'est ce qu'on appelle l'autotoxicité qui oblige les agriculteurs à ressemer de la luzerne. Ce mécanisme est encore mal compris. On suspecte des composés phénoliques relargués dans le sol, mais clairement, c'est un mécanisme allélopathique qui contrôle cette autotoxicité. Et là, il y a des travaux de recherche qui sont importants pour élucider ce mécanisme, pour le limiter. Un autre exemple qui va peut-être parler aux jardiniers et qui est connu sous le nom de compagnonnage au jardin. Tout bon jardinier sait qu'il faut éloigner les haricots des oignons. En effet, tous les liliacées ont un effet négatif sur la culture des légumineuses. Donc, il faut éviter cette association. Là, encore une fois, il y a un composé allélopathique appelé la joncside qui serait à l'origine de ces interactions. D'ailleurs, certaines jardineries ou certains semenciers mettent en place des tableaux d'association qui vous permettent de réaliser les bonnes associations. Mais encore une fois, on ne connaît pas tous les mécanismes ou les molécules sous-jacentes. Un autre exemple, et un peu plus écologique pour vous illustrer l'importance de l'allélopathie, c'est le rôle de l'allélopathie dans le succès des plantes invasives. L'illustration que j'ai choisie, c'est le renoué du Japon. Vous le croisez peut-être quand vous vous rendez au travail sur les voies de chemin de fer. Ce renoué est un véritable problème pour la SNCF qui essaye de lutter contre le développement de cette plante invasive qui vient du Japon, comme son nom l'indique, et qui connaît un fort développement. Et ce fort développement est en partie et peut être expliqué par la synthèse de composés allélopathiques. Mais comment une plante invasive peut-elle connaître un fort succès lorsqu'elle est introduite dans un milieu? Ceci peut être expliqué par ce qu'on appelle the Novel Weapons Hypothesis, ou l'hypothèse de la nouvelle arme, où on peut supposer que toute plante émet des composés allélopathiques, comme ici, illustré sur la partie gauche du schéma ici, et que les plantes qui vivent à proximité de cette plante allélopathique ont acquis des mécanismes de résistance, où elles ont coévolué en tout cas avec cette plante allélopathique, et ont pu s'adapter et résister à ces composés.
alors que la plante invasive, lorsqu'elle est introduite dans un milieu, elle va rentrer en contact avec une nouvelle communauté qui, elle, n'a jamais été confrontée à ce composé allélopathique et donc vont être immédiatement touchés et impactés par la présence de ce composé et qui explique le succès de la plante invasive. Voici le plan que j'ai décidé d'élaborer pour ce talk. En première partie, je vous parlerai de la distinction entre allélopathie et compétition, comment on fait pour distinguer les deux. Ensuite, de la nature des molécules qui sont appliquées, des modes de libération, puis je vous parlerai des effets biologiques et modes d'action, des utilisations en agriculture, et je finirai par quelques diapos sur les travaux de recherche de notre laboratoire. Donc, comme vous le savez, les plantes, lorsqu'elles interagissent, outre le phénomène de mécanisme allélopathie, il y a une compétition pour les ressources. Les ressources sont souvent limitées, et donc il y a une compétition pour la lumière, mais aussi pour les nutriments et pour l'eau. Donc, ce mécanisme de compétition et d'allélopathie, on l'appelle généralement interférence. Ainsi, quand on observe un phénomène en champ qu'on pense allélopathique, il peut résulter de la compétition. On observe finalement, c'est un phénomène d'interférence. Donc, pour cela, les chercheurs travaillant sur l'allélopathie ont mis des règles pour pouvoir distinguer l'allélopathie de cette compétition trophique. C'est le cas, excusez-moi, les critères qui sont mis en place, c'est la capacité à isoler, à caractériser et à isoler un composé allélopathique impliqué dans le phénomène observé sur le terrain. Ensuite, il faut essayer de connaître le mode de libération, de transport et d'accumulation de ce composé allélochimique. Ensuite, comprendre le mode d'action et valider l'effet de cette molécule, la présence de symptômes, lorsqu'on ajoute cette molécule dans le sol ou en champ. Voilà les précautions qui sont nécessaires et donc les chercheurs, au cours du temps, ont mis en place des dispositifs expérimentaux pour étudier ces interactions. Le premier, c'est bien sûr celui de Hans Mollich, qui a utilisé des graminées comme plante donneuse. Vous le voyez sur ce schéma du centre. Il a mis un dispositif dans lequel il a fait pousser des graminées sur le sol, qu'il arrose abondamment et il collecte le liquide d'arrosage pour ensuite arroser des plantules de maïs. Et comme on le voit sur le milieu, lorsque le sol contient des graminées, la taille des plantules de maïs est beaucoup plus petite que celle de plantules de maïs qui sont arrosées avec de l'eau de robinet classique. Le second contrôle est celui de l'arrosage d'un sol dépourvu de graminées, ici sur ma droite, dans lequel il collecte l'eau et il voit que les plantules ont une taille normale. Donc l'effet sur la croissance des plantules de maïs est bien dû à la présence de ces graminées. Donc il existe bien d'autres dispositifs expérimentaux qui peuvent permettre d'étudier les composés selon la nature, s'ils sont volatiles, exudés ou autres. Mais le deuxième dispositif que je souhaitais vous présenter, c'est celui que nous utilisons au laboratoire, qu'on appelle en français effet rétroactif du substrat ou du sol, ou plant soil feedback en anglais. Donc, nous l'utilisons au laboratoire sur la plante modèle Arabidopsis thaliana, et pour cela, on sème sur le substrat des plantules, des accessions d'Arabidopsis différentes, donc qui ont un patrimoine génétique différent, et on les cultive pendant 2 à 3 semaines et on les enlève du milieu pour réaliser le semis d'une accession de référence. Et cette accession référence, l'accession receveuse qu'on a choisie, est l'accession Columbia. Et on réalise le phénotypage de cette accession receveuse. Les résultats qu'on peut observer sont présentés ici. Lorsqu'on sème l'accession receveuse de référence col 0 sur le col 0, donc la même accession, on voit, qui nous sert de contrôle ici, on voit une plantule qui se développe quasi normalement, on va dire. Mais lorsqu'on réalise le semis de notre section receveuse sur canne 0, ici, on voit un effet positif. La taille de la plantule est légèrement supérieure au contrôle. Par contre, lorsqu'on utilise l'accession Ge0 en plante donneuse, on voit que l'accession de référence, l'accession receveuse est très impactée, puisque vous voyez ici la plantule qui est quasiment
morte et qui ne grandira plus. Ce mécanisme est un peu similaire à une rotation en grande culture. Donc voilà un petit peu comment on peut distinguer et comment on peut étudier l'allélopathie en laboratoire. Passer à ma deuxième partie pour vous illustrer la nature des composés chimiques qui sont libérés en tant que composés allélopathiques. Les trois grandes familles de métabolites spécialisés sont représentées. D'abord, les composés phénoliques. On retrouve l'acide férulique ou l'acide pécoumarique, dont la sécrétion est notamment à l'origine des problèmes de régénération des formations de résineux. Autre exemple, ce sont les flavonoïdes. Alors, beaucoup de flavonoïdes sont impliqués dans l'allélopathie. Ici, je vous ai choisi la catéchine, qui est une flavonoïde qui est produite par le centauré et qui est beaucoup étudiée en Amérique du Nord parce que cette espèce d'astéracée est invasive en Amérique du Nord. Là, on voit que la structure des molécules est importante puisque la plus catéchine, par exemple, elle est un composé de défense, non pas un composé allélopathique. Autre exemple, c'est la juglone, donc la molécule, l'humeur du noyer que je vous ai décrite dans l'historique de l'allélopathie. Et cette humeur, c'est dû à une molécule, une naphthoquinone, qui est présentée ici et qui est synthétisée par le noyer, qui inhibe le développement des herbes au pied des noyers. Une autre molécule auquel je vais beaucoup m'intéresser aujourd'hui aussi, c'est la sorgoléone. C'est cette molécule, comme son nom l'indique, est sécrétée par le sorgho et qui a des vertus herbicides. Donc, la deuxième classe de molécules qui est présente, ce sont les terpènes. Donc, les terpènes, la forme de monoterpènes, ce sont des composés volatiles. Ils ont la particularité d'être absorbés par les colloïdes du sol. Ils ont un fort pouvoir inhibiteur sur la germination des plantules. Donc, vous voyez ici le cinéonéol et l'alpha-pinène. Ce sont des molécules qui sont notamment produites par les eucalyptus. Et comme vous voyez au pied de ces eucalyptus, on a une absence totale de développement d'autres espèces. Et donc, outre ces composés volatiles monoterpéniques, un autre composé qui connaît un grand intérêt et sur lequel les recherches se focalisent beaucoup, ce sont de la famille des diterpènes, c'est la momylactone B, donc un composé synthétisé par le riz, et qui a également un fort pouvoir herbicide sur certaines graminées. Et donc, je vous citerai l'exemple par la suite. Autre exemple de molécule, les cis-terpènes-lactones, notamment le déhydrocostus-lactone, qui est une molécule des astéracées, et notamment du tournesol, qui va stimuler la synthèse, la germination des graines de plantes d'orobanche, excusez-moi. Dernier exemple, dont j'ai déjà parlé, ce sont les strigolactones, qui sont des terpénoïdes, des dérivés de caroténoïdes, qui sont connus pour stimuler la germination des graines de plantes parasites, type striga ou oroban. Dernière classe de molécules présentes, ce sont les composés azotés, et notamment les alcaloïdes. La gramine et l'ordénine sont deux molécules issues synthétisées par l'orge et qui ont un pouvoir d'herbicide également. Autre composé que l'on connaît très bien, qui est très bien décrit, ce sont les glucosinolates. Donc, ce sont des molécules qui sont synthétisées par les brassicacées, et notamment le colza. Et ces molécules de glucosinolates sont des effets sur le microbiome, sur les micro-organismes, mais aussi auraient des effets herbicides sur certaines plantes. Donc, ces glucosinonates, c'est ces molécules qui sont responsables de la saveur amère de certains aliments, comme la moutarde ou le radis. Et le dernier exemple que je voudrais citer, c'est les benzoxacinoïdes. Désolé, je fourche en permanence sur ce mot parce que je ne suis pas très familier, mais j'utilise plutôt le terme de diboa ou de dimboa. Ce sont des molécules qu'on trouve principalement chez les poacées, notamment le maïs, mais on peut également les trouver chez certaines autres familles d'angiospermes, comme les renonculacées ou les scrofulariacées, mais elles sont très bien décrites chez les poacées. Et elles sont largement étudiées pour leur effet sur le
biote, mais aussi sur l'inhibition du développement des plantules. J'y reviendrai par la suite. Donc voilà pour la nature des composés que l'on peut rencontrer. On va s'intéresser maintenant au mécanisme de libération de ces composés allélopathiques. Comment la plante va libérer dans son milieu ces composés. Le premier mode de libération de ces composés, c'est la volatilisation. Cette volatilisation concerne principalement les terpènes et logiquement, on la trouve dans des zones qui sont dites arides. L'exemple que je vais encore citer, encore le même exemple, c'est la libération des terpènes par l'eucalyptus. Autre mode de libération des composés, c'est le lessivage. Les molécules produites par les plantes, par les parties aériennes de la plante, sont lessivées par les eaux de pluie et retombent sur le sol. Et elles vont être ensuite transportées et affecter la croissance de la plante receveuse. C'est le cas de la juglone, encore une fois, cet exemple très bien décrit, où la surface des feuilles présente des cellules épidermiques différenciées en cellules glandulaires qui contiennent les juglones et ses précurseurs. Et lorsqu'il y a une pluie ou dessiccation de la feuille, ces molécules sont libérées et retombent sur le sol, inhibant le développement des plantes voisines. L'autre moyen de libération des composés allélopathiques, c'est la décomposition de débris végétaux sur le sol ou de racines mortes. Et on peut citer le cas des glucosinolates, où les glucosinolates sont dégradés dans le sol et exploités notamment dans le processus de biofumigation, où on enfuit des brassicacées dans le sol, et la dégradation des glucosinolates va produire des composés qui vont avoir des vertus herbicides. Et dernier mode de libération, qui est peut-être le plus décrit et qui suscite beaucoup d'intérêt, c'est l'exsudation, qui est en fait qu'on appelle plus généralement sur le thème de rhizodéposition. En fait, la rhizodéposition, c'est la sécrétion de composés organiques par les racines vivantes des plantes. Et dans cette rhizodéposition, on inclut la libération de mucilage, la libération de cellules et de tissus desquamés, la libération de composés volatiles et la libération d'exudats. Donc, l'exudation concerne uniquement la libération de composés solubles. Alors, qu'est-ce qu'on en connaît de ces différents processus de rhizodéposition? Il y a le mucilage. Donc, le mucilage, c'est un gel polymérique, généralement de polysaccharides, qu'on peut observer notamment autour des pointes de racines, des pointes racinaires de plantules de blé, comme vous voyez sur cette illustration, et qui vont affecter plus principalement le microbiote, mais qui pourraient affecter la croissance de plantes voisines. Ensuite, on a les cellules desquamées, où là, on a la libération de cellules par les cellules de la coiffe ou par des cellules du périderme. Donc, on observe notamment chez certaines plantes, comme la Fibérine faux plantain, ce processus de dégradation. Vous voyez ici en rouge coloré des molécules qu'on appelle donc des naphthoquinones et qui sont libérées lorsque les cellules du périderme se détachent et qui vont avoir un effet allélopathique et expliquer l'effet allélopathique du faux plantain. Autre moyen de libération des composés allélopathiques, c'est l'émission de composés organiques volatiles. C'est le cas de la sauge buissonnante qui émet au niveau du sol des terpènes comme le camphore ou le cinéole. Et enfin, le plus décrit et le mieux documenté, c'est la libération d'exudats. La libération d'exudats, notamment par le trafic vésiculaire. C'est le cas de la sorgoléone et c'est le mécanisme le plus impressionnant puisqu'on observe directement au niveau de la pointe des poils racinaires du sorgho ces petites gouttelettes lipidiques où on a un mélange de sorgoléone et de lipides en mélange 1 pour 1 et on observe ces gouttelettes lipidiques qui sont issues d'un trafic vésiculaire. On peut noter également la présence de transporteurs membranaires qui vont exuder certaines molécules, généralement des transporteurs de type ABC, mais d'autres familles de transporteurs sont impliqués dans l'exudation de molécules. L'exemple que je peux citer, que je connais un peu plus, c'est le transporteur PDR1
caractérisé chez le pétunia, qui est responsable de l'exudation des strigolatones dans le sol. D'autres moyens de diffusion, de libération, comme les canaux ioniques, les aquaporines, ou par simple diffusion lorsque les molécules sont de faible poids moléculaire. Quel est le devenir de... Excusez-moi. Comment cette libération et cette synthèse de molécules allélopathiques est-elle influencée? Quels sont les paramètres qui influencent? Le premier paramètre, un paramètre très important, c'est le facteur génétique. Donc, le patrimoine génétique de la plante influence fortement la capacité à synthétiser des plantes, et notamment les différents cultivars de plantes peuvent avoir des propriétés allélopathiques différentes et des capacités à synthétiser des composés allélopathiques. Et le deuxième facteur qui va influencer la synthèse des composés allélopathiques, c'est les facteurs environnementaux, comme la lumière, la température, mais aussi la disponibilité en nutriments. C'est celui qui est le plus décrit et le plus observé, on va dire, où généralement un sol qui est moins riche en nutriments va conduire à l'émission plus importante de composés allélopathiques par les plantes, notamment l'attaque de pathogènes ou la température. Ces exemples, ils sont observés, mais ça nécessite beaucoup plus d'investigation pour essayer de les comprendre et ainsi essayer de contrôler la synthèse des composés allélopathiques. Ensuite, ces molécules, quel est leur devenir dans le sol? Ils peuvent agir directement, comme on l'a vu dans le cas de l'allélopathie vraie, mais ils peuvent être transformés, activés ou dégradés par les micro-organismes. Donc, on voit que les micro-organismes ont une part importante dans le mécanisme d'allélopathie. Cette activation, c'est le cas notamment du d'IBOA. Donc, cette molécule synthétisée par les poacées, ce DIBOA n'est pas actif directement. Il subit une étape d'hydrolyse ou d'oxydation pour le transformer en un composé qu'on appelle APO ou aminophénoxacinone. Et ce composé, c'est lui qui va être perçu par la plante receveuse. On va le voir, l'avantage de ce mécanisme, c'est que le composé d'IBOA n'est pas toxique pour la plante donneuse. C'est un mécanisme qui permet de lutter contre l'autotoxicité. On y reviendra par la suite. Autre devenir des composés allélopathiques dans le sol, outre l'action des micro-organismes, c'est la capacité de ces composés à s'associer aux colloïdes du sol par des mécanismes d'absorption. Et ensuite, ces colloïdes peuvent être transportés et agir à distance sur d'autres plantes. Ainsi, on peut avoir, suite à cette absorption, un stockage important des allélochimiques dans le sol et qui peut durer pendant plusieurs années et être relargué au fur et à mesure du temps. Mais ensuite, je voudrais vous illustrer un mécanisme qu'on appelle l'allélobiose, c'est-à-dire l'induction de l'exudation de composés allélopathiques lorsqu'une plante est au voisinage d'une autre. En effet, là, dans ce cas, il existe un dialogue moléculaire entre deux plantes. Vous avez par exemple ici l'exemple du blé, d'une poacée, qui synthétise du diboa ou du dimboa qui va affecter la croissance de la plante voisine. Et cette synthèse de dimboa est influencée par l'émission de l'eulonide ou d'acide jasmonique par la plante. Donc là, une interaction entre les deux. Je vais donc passer à ma quatrième partie et vous parler des effets biologiques et des modes d'action des composés allélopathiques. Ces composés allélopathiques peuvent intervenir à différents stades de la plante, au niveau de la germination, du développement précoce ou de la croissance à l'âge adulte. Et elles peuvent affecter différents processus physiologiques comme la division et l'élévation cellulaire, la perméabilité membranaire et la respiration ou la photosynthèse. Donc, je vais illustrer l'effet sur ces processus physiologiques par quelques exemples. La modification de la perméabilité membranaire, c'est ce que l'on observe pour le mode d'action de la gramine ou de l'ordénine. Comme vous le voyez sur ce graphique de gauche, où on a étudié la température de transition des liposomes, ici on a une courbe contrôle où on voit une température d'une vingtaine de degrés. Et lorsqu'on ajoute de l'ordénine sur ces liposomes, on voit que la température est inférieure et quand on ajoute de la gramine, elle l'est encore moins. Ce qui suggère, qui démontre, on va dire, un effet de ces molécules sur la stabilité
des membranes. Des expériences de simulation moléculaire ont permis de montrer que la gramine ou l'ordénine étaient capables d'interagir avec la bicouche lipidique, ce qui montre un peu l'action des gramines et de l'ordénine sur la perméabilité membranaire, qui vont ensuite affecter la croissance des plantules à proximité de l'orge notamment. Autre exemple, c'est l'action de la sorgoléone. Donc, le mécanisme d'action de la sorgoléone affecte la photosynthèse des jeunes plantules. Comme vous le pouvez voir sur ce graphique, on étudie le taux de transport des électrons au niveau de la photosynthèse. Ici, les ronds noirs indiquent le contrôle. Et lorsqu'on ajoute de la sorgoléone, on voit au cours du temps que le taux de transport des électrons diminue. Dans cette expérience, les auteurs ont ajouté un contrôle, l'atrazine, un herbicide qui est connu pour inhiber le photosystème 2 au niveau de la protéine D1. On voit une forte diminution du taux de transfert des électrons, ce qui suggère un mécanisme similaire entre l'atrazine et la sorgoléone. Des expériences de Dawkins ont pu montrer que la sorgoléone pourrait se lier à la protéine D1 du photosystème 2. Un travail sur des mutants résistants à l'atrazine a également montré que la sorgoléone était inactive sur ces mutants insensibles à l'atrazine, ce qui suggère un mode d'action similaire, où la sorgoléone agirait au niveau du photosystème 2 pour inhiber la réoxydation du pôle de plastoquinone de la protéine D1. Dernier exemple que je voudrais vous illustrer, c'est le mode d'action du BOA ou DigiBOA, ou plutôt de ces produits de dégradation par les micro-organismes, l'AMPO et l'APO. Des expériences de Dawkins, encore une fois, ont montré que ces molécules AMPO et APO seraient capables d'interagir avec les protéines histone désacétylase et inhiber leur fonctionnement. Ces histones désacétylases sont des enzymes qui sont responsables du remodelage de la chromatine. Ainsi, les composés issus de la dégradation du DiBOA et du BOA inhiberaient le remodelage de la chromatine et perturberaient l'expression des gènes, mais aussi empêcheraient le bon déroulement du processus mitotique. Une autre illustration de ces molécules, c'est pour vous illustrer comment ces molécules comment les plantes ont fait pour limiter l'autotoxicité. C'est le cas notamment de la juglone. La juglone est en fait présente sous une forme glycosylée dans les plantes et par l'action des glucosidases, elle est transformée en hydroxyjuglone, puis en juglone, le composé bioactif. Donc, on a donc des précurseurs inactifs. C'est le cas notamment des glucosinolates. Les glucosinolates ne sont pas les composés qui sont bioactifs dans la rhizosphère. On a la production d'autres molécules par l'action des myrosinases lorsque les tissus de la plante sont endommagés. C'est le cas des isothiocyanates, la libération des isothiocyanates, des thiocyanates. Maintenant, je voudrais finir par l'utilisation de ces propriétés allélopathiques en allélopathie. Vous avez peut-être pu noter qu'on parle de plus en plus d'allélopathie et que c'est un nouvel espoir pour une agriculture qui soit moins dépendante des pesticides de synthèse. En fait, l'objectif de l'agriculture, et notamment de l'INRAE aujourd'hui, c'est la diminution de l'usage des herbicides artificiels. Les herbicides sont souvent coûteux pour leur fabrication, sont coûteux en énergie fossile. Les produits artificiels, généralement, présentent une forte rémanence dans le sol et ils posent des problèmes de santé publique. Et ce qu'on observe également, c'est des mécanismes de résistance à ces herbicides chez certaines adventistes. Ainsi, les approches de l'allélopathie offrent peut-être un nouveau répertoire d'herbicides. Un des premières utilisations auxquelles on pourrait penser, c'est le développement de bioherbicides ou de molécules de biocontrôle. Ce qui se fait déjà aujourd'hui, les désherbants qu'on peut trouver dans le commerce sont des désherbants qui sont dits naturels et on retrouve une molécule issue du géranium qui est l'acide pélargonique, qui est donc une molécule qui est utilisée pour désherber les jardins, qui est utilisée par le grand public.
Mais donc on peut se poser si ces molécules naturelles seront mieux acceptées que les molécules artificielles. Car les molécules, certes naturelles, ne signifient pas qu'elles ne sont pas nocives pour la santé. Donc il y a quand même un travail important de vérification que ces molécules naturelles n'affectent pas la santé. Faites un petit aparté ici sur ces définitions de molécules naturelles. En fait, on oppose souvent molécules naturelles à molécules synthétiques, mais le pendant de la molécule naturelle, c'est la molécule artificielle, une molécule qui n'est pas présente naturellement ou n'est pas synthétisée par les plantes. Les molécules synthétiques peuvent être naturelles et toutes les molécules artificielles sont synthétiques. Parfois, on peut entendre le terme de molécule chimique qui est utilisé, mais c'est un pléonasme puisque toute molécule est chimique. Donc, voilà juste un petit aparté de définition. Les autres applications qu'on peut rencontrer en allélopathie, c'est les cultures en mélange. Donc, on voit de plus en plus se développer des associations entre plusieurs grandes cultures. On peut citer l'exemple de l'avoine qui s'associe à de nombreuses légumineuses. J'ai très peu parlé de l'avoine précédemment, mais l'avoine, c'est une espèce qui est décrite depuis les années 50 avec un haut pouvoir allélopathique, notamment par la synthèse de scopolétine ou d'acide coumarique. Une technique qui est un petit peu proche à la culture mélange, c'est la culture intercalaire, où là, on fait des rangs de cultures différentes. C'est le cas du maïs, qui est associé, ou du sorgho, qui sont associés à des légumineuses, comme le haricot et le niébé. Et ce sont des pratiques qui sont très développées en Afrique. Ces processus sont très intéressants, mais ils posent un problème de mécanisation. En fait, il va falloir développer du machinisme agricole qui va permettre de réaliser le semis de ce type de culture, mais aussi la récolte de ces cultures. Donc là, il y a un travail important à réaliser. Autre exemple d'utilisation de l'agropathie en agriculture, c'est la rotation des cultures. Donc c'est quelque chose qui est très souvent utilisé par les agriculteurs, mais on ne comprend pas toujours bien les mécanismes. Les exemples qu'on peut citer, c'est le soja et le maïs. Le soja a un pouvoir allélopathique assez fort et diminue le développement des adventices. On peut utiliser également des cultures intermédiaires entre deux cultures. Généralement, on met ce qu'on appelle une brassicacée qui s'appelle la moutarde, qui, lorsqu'elle est broyée, va libérer ces fameux glucosinolates et inhiber le développement des plantes. Et autre approche, c'est le paillage, notamment par la paille de seigle, qui va libérer du diboa et inhiber la germination de certaines plantes adventices. Donc, on a beaucoup d'essais concluants en champ, mais parfois, les mécanismes sont très mal compris. Donc là, il y a un défi pour la recherche pour essayer de comprendre ces observations en champ et d'identifier les molécules et les gènes impliqués, notamment, pour essayer de mieux exploiter ces connaissances. Et cette exploitation, ces connaissances pourraient permettre de développer des sélections, des variétés dites allélopathiques. C'est pour moi le but, qui est un but important et qui est le plus prometteur. Et je vous illustre ici le cas d'une variété de riz dit allélopathique qui permet l'imitation du développement du panique à pied de coque, présenté ici, qui est une adventice du riz. Et les variétés allélopathiques sont connues pour émettre une grande quantité de momylactone B qui va inhiber le développement du panique à pied de coque. Vous voyez qu'ici, entre les rangs, il y a beaucoup moins de panique à pied de coque que sur cette photo de gauche. Donc, on se demande quand même pourquoi il y a si peu de variétés allélopathiques. Je crois qu'il n'y a que 2-3 de variétés allélopathiques de riz qui sont décrites. Et peut-être que ce caractère allélopathique a été contre-sélectionné en fait, en cherchant des variétés très productives. On a diminué les propriétés allélopathiques des plantes, puisque, comme vous le savez, la synthèse de composés allélopathiques est coûteuse en énergie. Donc, il y a un trade-off qui s'est fait entre les deux. Donc, l'objectif, ce serait quand même d'identifier des zones du génome ou des allèles qui sont impliqués dans l'inhibition des adventices pour sélectionner la manipulation des propriétés allélopathiques. Un autre enjeu, c'est en sylviculture, où on connaît un problème de régénération des pessières et des sapinières. On a des composés phénoliques qui sont libérés, qui empêchent la germination ou le développement des plantules d'épicéa, notamment lors d'une reforestation. Donc, les solutions qui sont proposées, c'est de jouer sur la fertilisation. Il faut limiter la production des composés allélopathiques. Il y a des techniques pour piéger les composés allélopathiques dans les forêts. Et l'objectif, ça serait augmenter la résistance des plantes cibles, bien sûr.
Juste 2 diapos pour terminer sur les travaux de notre laboratoire et les travaux que j'ai commencé depuis quelques mois dans le laboratoire qui visent à identifier les bases génétiques et moléculaires des interactions alléopathiques chez Arabidopsis thaliana. L'objectif, c'est d'identifier des molécules alléopathiques du sol, des molécules exudées qui auraient un effet alléopathique. Pour cela, je fais 2 approches. Une approche d'identification des effets alléopathiques est associée à de la génétique d'association afin d'identifier les gènes de biosynthèse et de transport des composés allélopathiques. Et une deuxième partie qui est plus basée sur la chimie, qui vise à établir le profil métabolomique des exudats racinaires, que j'appelle métabotypes, de ces plantes d'Arabidopsis, afin de réaliser de la métabolomique d'association et d'identifier potentiellement de nouveaux composés allélopathiques. Juste quelques résultats qui ont été produits par une postdoc du laboratoire, Wynne, et qui utilise le phénoscope développé par l'équipe d'Olivier Loudet, où on utilise ce robot de phénotypage muni d'une caméra qui permet de suivre la croissance des plantes de façon journalière et qui est muni d'une station d'arrosage qui permet de contrôler l'arrosage des plantes. On réalise le protocole de plant soil feedback que je vous ai présenté au début de mon exposé, où on cultive les plantes sur ces mottes de terre pendant 3 semaines. On les supprime au bout de ces 3 semaines. On réalise le semis de l'accession de référence, généralement col 0, et on regarde la taille, l'effet sur la croissance de col 0 des plantes donneuses précédemment cultivées. Voici un exemple de résultat qu'on a pu obtenir sur une trentaine d'accessions. Comme vous pouvez le voir, ici sur la gauche, on a ici 4 plantes qui sont significativement affectées par leur croissance. On a un effet négatif où la taille de la rosette ici est beaucoup plus faible que le contrôle col sur col, présenté ici. Et on a aussi des effets positifs. On voit que certaines accessions, on va avoir un effet positif sur la croissance de columbia. Donc ces résultats vont nous permettre de faire de la génétique d'association, puisqu'on est en train de cibler maintenant plus de 300 accessions d'Arabidopsis. Et la dernière approche, c'est l'étude de la composition des exudats racinaires. Pour cela, on utilise des systèmes hydroponiques qui nous permettent de collecter les exudats racinaires de plantes vivantes. Et notre objectif, c'est de constituer une banque d'exudats et d'en réaliser le profil métabolomique grâce au développement d'outils de masse spectrométrie de plus en plus sophistiqués, de plus en plus sensibles, et aussi par des techniques de construction de réseaux moléculaires qui nous permettent d'avoir une cartographie de métabolisme des plantes sans identifier de façon stricte la nature chimique des molécules, mais en les regroupant par famille. Voici ce qu'on a pu obtenir sur les exudats d'Arabidopsis, où là, Anaïs Ratier et François Perrault de la plateforme de chimie de JPB sont en train d'annoter ces composés. On peut déjà voir ici qu'on a détecté un cluster de flavonoïdes ou encore un cluster de précurseurs de glucosinolates. Donc l'objectif maintenant, c'est d'annoter tous ces molécules. Pour terminer, quelques conclusions sur ces mécanismes d'alléopathie pour vous rappeler que la définition d'alléopathie n'est pas consensuelle et donc des précautions à prendre. C'est un mécanisme qui est difficile à mettre en évidence, que les micro-organismes ont une part importante dans cette interaction et qu'il faut prendre en compte l'effet de ces micro-organismes, qu'on a des approches prometteuses pour le développement d'approches en agroécologie, que les résultats observés en laboratoire nécessitent aussi d'être transposés en champ. On identifie des facteurs influençant la synthèse qu'il faut comprendre. Il faut élucider les mécanismes de composition des composés allélopathiques pour faciliter la sélection, d'identifier des cultivars et créer des hybrides avec qui ont des forts rendements également, prendre en compte la toxicité de ces molécules. Je remercie mes collègues qui m'ont aidé à préparer cette présentation, notre postdoc Wynne et nos collaborateurs. Merci à tous pour votre attention. Merci Alexandre. Voilà Georges qui nous rejoint. Thierry a dû nous quitter au moins provisoirement. Vous pouvez les auditeurs peuvent poser des questions dans la partie Q et R.
N'hésitez pas à poser des questions. Oui, et il y a aussi des questions dans la partie discussion. Oui. Bon. Excusez-moi, j'ai eu mon ordinateur qui a coupé. Je reviens. Je reviens donc pour remercier Alexandre de son exposé. Et donc, nous allons prendre quelques questions qui sont déjà sur la fenêtre conversation. La première, Stéphane Munoz, que sait-on des concentrations des molécules pour qu'elles soient perçues et de la synergie ou antagonisme entre les molécules? Donc, peut-on avoir une idée des concentrations des molécules pour observer ces effets? Alors, je ne connais pas bien les concentrations pour l'ensemble des molécules, mais par exemple, pour les strigolactones, les molécules, on est l'ordre par exemple, du nanomolaire pour avoir une efficacité. On peut descendre même parfois, on peut descendre au picomolaire pour la stimulation de la germination des graines de plantes parasites. Donc, on peut avoir des molécules qui ont des concentrations très faibles. Et ce qu'on observe également dans les effets allélopathiques, c'est l'effet va être différent selon la concentration. De temps en temps, on peut avoir des effets stimulateurs à une concentration, on va dire, relativement faible, et on peut avoir l'effet inhibiteur lorsqu'on augmente la concentration. Donc, des études de dose-réponse sont importantes pour essayer de comprendre quelle est la concentration optimale pour l'effet recherché. On cherche quelque chose de positif ou de négatif. Et je pense que je ne suis pas familier des molécules comme le diboa ou la sorgoléone, mais on doit se situer dans les concentrations du micromolaire pour avoir des effets biologiques d'application. Mais je ne sais pas s'il a été fait des quantifications précises dans le sol, probablement, mais je ne suis pas au point sur ça. Désolé. Alexandre, vous pouvez peut-être quitter le partage d'écran. On vous verra mieux. Okay. Voilà, merci. Voilà. Alors, une autre question, Hélène Fréville. Concernant l'effet rétroactif du substrat sur le sol, comment est contrôlé le fait qu'une plante donneuse peut plus ou moins utiliser les ressources disponibles au départ? Alors, c'est une question qui revient fréquemment de notre dispositif et c'est la compétition pour les nutriments. En fait. On peut avoir des plantes qui, selon les accessions, vont en effet prélever de façon différente les nutriments. Alors, l'avantage du dispositif qu'on utilise, notamment sur le phénoscope, c'est qu'on est, on va dire, dans des concentrations un petit peu saturantes de nutriments. La solution nutritive est ajoutée quotidiennement une concentration de phosphate et de nitrate optimale. Donc, on considère qu'on n'est pas limitant en ressources. Mais on se trompe peut-être sur l'utilisation, le prélèvement d'un autre ion qui n'est pas majoritaire et qui est présent dans le sol. Et peut-être qu'à la fin, dans nos GWAS, dans les études d'association, on va tomber sur des gènes de prélèvement d'ions du sol. Exactement. C'est un parti pris qu'on a choisi pour le moment et on attend les premiers résultats sur la grande population pour savoir si notre dispositif est valide ou pas. Bon, j'ai une question un peu générale sur l'exposé et puis la bibliographie. Donc, comme son nom l'indique, l'allélopathie serait essentiellement quand même un ensemble d'effets négatifs sur la croissance de plantes voisines. Autrement dit, ces composés sont-ils des composés de défense d'une plante pour éviter la compétition avec d'autres plantes? Oui. Ou y a-t-il
autre hypothèse, y a-t-il un biais dans les études, un biais qui résulte du fait qu'il est plus facile probablement de voir des effets négatifs que des effets positifs? Oui, c'est tout. Ouais. Ce qu'on cherche et ce qu'on a cherché beaucoup, ce sont les effets négatifs. Donc, il y a décidément un biais sur ça où on étudie que les effets négatifs. Mais les effets positifs, il y en a. Nous, on le voit dans notre expérience. On a des effets de coopération, même parfois des effets altruistes. Quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est le mécanisme qu'on appelle de kin recognition chez les plantes ou la sélection de parenté. C'est-à-dire que ça a été démontré chez certaines espèces de caquilées ou même chez Arabidopsis, on commence à avoir des études qui montrent que les plantes qui sont apparentées vont faciliter le développement de leurs congénères au détriment de plantes auxquelles elles sont moins apparentées. Donc, les collègues notamment Hélène Fréville qui travaille sur cette kin recognition et qui pourrait nous en dire plus dessus. Et c'est vrai que c'est un mécanisme que je n'ai pas illustré, mais oui, il y a des effets positifs également. Oui, mais justement, ces effets positifs sont intraspécifiques, donc ça va un peu dans le même sens de la compétition avec d'autres espèces. Alors, des effets positifs interspécifiques, je ne sais pas. Là, je sèche. Ouais. Non, peut-être. Une question pratique. Y a-t-il des espèces à éviter dans la rotation ou des cultures intermédiaires, par exemple les crucifères, avec les glucosinolates, sur les cultures suivantes? Y a-t-il des pratiques de rotation à éviter compte tenu de ces effets allélopathie? Alors, il y a des pratiques de rotation à éviter et c'est notamment le phénomène d'autotoxicité. Alors, pour le cas du colza, je ne suis pas agronome, je suis désolé, j'ai pris ces exemples-là, mais je ne sais pas. Mais je sais que, par exemple, pour le sorgho, on utilise des variétés de sorgho qui ont des composés allélopathiques, donc la sorgholénone, une libération assez forte, qui va avoir un problème sur la culture suivante que l'on met. Donc, il faut limiter l'utilisation du sorgho comme composé allélopathique. Il va certes détruire les adventices, mais il pourrait également détruire la culture suivante. Donc, ces mécanismes de spécificité d'action, s'il y a une famille à respecter, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est le compagnonnage. C'est des choses qui sont empiriques, mais qui expérimentalement, on ne les connaît pas forcément très bien. Donc, ce travail est un travail important pour essayer de comprendre cette spécificité d'action des composés allélopathiques. Mais non, je n'ai pas la notion, je n'ai pas les connaissances agronomiques qui vont permettre de vous dire quelle culture il faut éviter. Mais un agronome ou un agriculteur saurait nous répondre, je pense. C'était une question d'Alain Wessenberger. Une question de Thierry Hardy. Quel est l'intérêt des plantes à produire, à stimuler la germination la germination des plantes de rebanche, des plantes parasites. Aucun intérêt. Mais ce qui se passe, en fait, il faut remonter à l'histoire évolutive des strigolactones. La fonction première, on suppose que la fonction première des strigolactones, leur exudation dans le sol, c'est pour stimuler la mise en place de la symbiose mycorhizienne à arbuscules lors de la colonisation du milieu terrestre. Et cette stimulation a permis ainsi un meilleur prélèvement des nutriments et de l'eau. Et par la suite, les plantes parasites se sont servis de ce mécanisme de signalisation et de façon un peu ubiquiste comme ça, ont détecté, appris à reconnaître ces strigolactones et donc appris à reconnaître la présence d'un hôte. Donc c'est une conséquence de la sécrétion de strigolactones pour la mise en place de symbiose mycorhizienne de la mise en place de symbiose mycorhizienne à arbuscule. Et les plantes n'ont pas contre-sélectionné cette libération parce que les plantes stimulent toujours la symbiose mycorhizienne. Oui, donc c'est de l'opportunisme de la part. C'est de l'opportunisme, exactement, de la part des plantes parasites. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Je n'ai plus d'autres questions sur
sur la liste. Bon, y a-t-il déjà des essais de synthèse chimique des molécules allélopathiques et herbicides? Alors, est-ce que… alors, je sais que… Parce que bon, Bayer développe un herbicide à base de terpènes, et je ne sais plus le nom commercial de cette molécule, mais toutes les industries agrochimiques se penchent sur la synthèse artificielle, donc sur la synthèse de ces molécules naturelles. Après, l'acide pélargonique qu'on utilise, il n'est pas naturel, il est issu de la chimie de synthèse. Donc, voilà. C'est une molécule naturelle, mais d'origine synthétique. Bien. Bon, moi, je n'ai plus de questions sur la fenêtre des questions et réponses. Je crois qu'il y a Hélène qui posait une question sur la contre-sélection. Alors, concernant l'hypothèse d'une contre-sélection de l'allopathie lors de l'histoire évolutive des plantes cultivées, sait-on si la production, la sécrétion a un coût sur la finesse des plantes? Tu peux répéter la question parce que… Alors, comment l'hypothèse d'une contre-sélection de l'allopathie lors de l'histoire évolutive des plantes cultivées, sait-on si la production, la sécrétion a un coût sur la fitness des plantes donneuses? Alors, je n'ai pas la réponse. J'ai tenté de trouver des articles qui essayaient d'étudier ce coût évolutif de la production allopathique. Mais moi, mon hypothèse, c'est que oui, il y a un coût, important, et j'ai un petit peu un parallèle avec la symbiose mycorhizienne. En fait, la symbiose mycorhizienne a été parfois perdue sur les plantes cultivées, puisqu'elle a un coût, et vu qu'on a une pression de sélection moins forte pour le prélèvement des nutriments, puisqu'on apporte des nutriments dans l'agriculture, les plantes qui sont sélectionnées pour l'agriculture perdent cette capacité à mettre en place cette symbiose mycorhizienne. Et pour moi, l'hypothèse, c'est la même chose pour l'allopathie. Je pense que les plantes qui ont été sélectionnées pour l'agriculture ont perdu leur capacité allélopathique, puisqu'on les désherbe, on apporte des herbicides en permanence, donc elles ont perdu cette capacité à sélectionner, à produire des composés allélopathiques. Mais c'est juste mon interprétation. Alors, je n'ai pas d'accord, mais… Bon, je sais pas, enfin, les herbicides, c'est récent quand même. C'est récent, mais la sélection, elle est apparue en même temps. La sélection agronomique des plantes, c'est-à-dire, elle est apparue en même temps, un peu en même temps que les herbicides. Même avant, c'est vrai. Un petit peu avant, quand même. Un petit peu avant, oui, un peu avant. Je veux dire, les variétés récentes, on va dire, les variétés récentes. Ok. Il y a une question. Est-il possible d'avoir un enregistrement de l'intervention d'Alexandre? Donc la réponse est oui, ça se fera dans les jours prochains, donc, et ça sera disponible sur le site de la FBV, n'est-ce pas, Yvette? Tout à fait. Voilà. D'ici quelques jours, vous aurez sur la chaîne YouTube de la FBV l'exposé d'Alexandre avec les illustrations. Bien. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons en rester là, en vous rappelant que le prochain webinaire aura lieu le 23 juin et qu'il faut à nouveau s'inscrire pour pouvoir y participer. Yvette, est-ce que tu as des… Ce que je voudrais transmettre, c'est tous les remerciements qui arrivent pour Alexandre, pour la qualité de son exposé et l'intérêt de ce webinaire. On a beaucoup de remerciements et de témoignages que c'est… Ah, il y a de nouveaux messages et de témoignages que cet exposé, super présentation, et merci beaucoup. Voilà. Donc, merci. Merci à tout le monde. Ouais. Merci à vous de m'avoir invité à donner ce webinaire. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Alexandre.
Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir à tous. Au revoir à tous.